Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Les centres de mathématiques au cycle primaire. En même temps, ça me fait très plaisir de souhaiter la bienvenue à Michel Brouillette. Bonjour Michel, bienvenue. Bonjour. Et donc, Michel sera notre formatrice aujourd'hui. Laissez-moi vous mentionner quelques petites consignes avant d'aller plus loin. Premièrement, veuillez noter que cette formation est enregistrée et elle se retrouvera au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. On vous demande de ne pas utiliser de module d'intelligence artificielle pour enregistrer automatiquement cette formation, le tout afin de respecter les droits d'auteur. Durant cette formation, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage ou encore le micro. En parlant de micro, merci, je vois que tout le monde l'a fait, là, de mettre votre micro en sourdine, ceci pour le bien-être auditif de tout le monde. Alors, merci. Et dernière petite chose, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui, grâce à son financement, rend possible cette formation aujourd'hui. Alors, il ne me reste que vous souhaiter à tous et à toutes une excellente formation. Et puis, Michel, eh bien, c'est à toi. Merci beaucoup, Louis. Plaisir. Bienvenue à tous. Très heureuse de vous voir en si grand nombre ici ce matin. Je ne sais pas d'après vous, mais pour nous, la température a changé ce matin. Le temps ressenti est quand même assez frais. Je crois qu'on regardait moins 10 degrés Celsius ce matin. Alors, je ne sais pas, vous venez de quel coin de la province? Peut-être on peut faire un petit partage rapide dans le fil de conversation. On vient de quel coin? Ah oui, Sudbury, il fait froid là aussi. À Orléans aussi. Ottawa. Oakhurst. Ah, je ne sais pas s'il fait froid aussi, un peu plus. C'est un peu plus au nord que moi, ça, Hearst. Alors, ah oui, alors on voit plusieurs régions. Oshawa. OK, on a des gens un peu partout. Alors, bienvenue à vous tous. On va se réchauffer un peu ce matin en parlant des centres de mathématiques, mais avant tout juste de commencer, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour faire la reconnaissance du territoire. Alors, je vous invite de prendre ce moment avec moi. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de l'Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, sur ça, je me présente. Alors, comme Louis a mentionné, Michel Brouillette-Savard, je suis présentement conseillère pédagogique. J'œuvre depuis plusieurs années, d'ailleurs, pour le Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Et puis, je suis également vice-présidente de la FEMU, notre association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite de visiter notre site. On offre quand même 2 ateliers virtuels au courant de l'année et comme membre, vous avez accès à toutes les ressources qui ont lieu antérieurement également sur notre site. Alors, je vous invite de visiter ça. Vous avez également accès à ma présentation
à l'aide du code QR et je vous partage également dans le fil de conversation le lien vers la présentation pour ceux et celles qui n'auraient pas accès à un lecteur de code QR ce matin. Alors voilà. Partager. Alors, je vous invite d'y accéder si vous voulez suivre avec moi à partir de votre propre appareil. Alors, comme je mentionnais, vous pouvez cliquer sur la diapo directement pour accéder à notre site. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite de le visiter. Alors, on est ici aujourd'hui parce que ça vous intéresse de peut-être mettre sur pied ou vous avez le goût d'essayer les centres mathématiques dans votre salle de classe. Vous aimeriez créer des espaces d'apprentissage où les élèves vont explorer, vont pratiquer, vont approfondir des concepts mathématiques. Et puis, ça me fait plaisir. Je nous donne deux intentions aujourd'hui. Alors, donner le goût de faire la mise en œuvre des centres dans votre salle de classe et explorer des idées pour la mise en œuvre. Ce sont nos deux intentions principales pour la prochaine heure. Maintenant, vous allez voir que tout au long de la séance d'aujourd'hui, on va avoir des liens directs avec la ressource des pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques. Je ne sais pas si vous la connaissez ou si c'est tout nouveau pour vous, mais si vous ne l'avez pas explorée, je vous invite de le faire. C'est une ressource qui a fait parution peu de temps après le programme Cadre mathématiques 2020. Et puis, elle présente 9 pratiques dont les recherches démontrent qu'il y aura un fort impact dans le rendement et la réussite de nos élèves en mathématiques. Alors, on y fera des liens. Vous avez là la liste des 9 pratiques. Alors, on va parler des résultats d'apprentissage, des critères d'évaluation et de la rétroaction, l'enseignement explicite, les tâches et les expériences de résolution de problèmes, l'enseignement pour la résolution de problèmes, des outils et des représentations, conversation mathématique, l'enseignement en petits groupes. On va parler de pratiques délibérées et des regroupements flexibles. Alors, ces 9 pratiques s'intègrent très, très bien avec les centres de mathématiques. Encore une fois, vous allez voir l'image apparaître sur plusieurs diapos et vous avez le lien direct en cliquant sur l'image pour accéder aux pratiques pédagogiques à fort impact. Alors, allons-y. Petite mise en train. Première question. Des centres mathématiques, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi pour vous des centres mathématiques? Alors, je vous donne quelques instants pour y réfléchir de façon personnelle. Alors, on y pense un peu. Ça veut dire quoi pour nous des centres mathématiques? À la suite de votre réflexion, je vous invite à partager dans le clavardage quelques mots qui nous indiquent qu'est-ce que c'est pour vous. Alors, je vois apparaître quelques réflexions déjà. Alors, on mentionne que ce sont des activités d'apprentissage de concepts qui sont spécifiques. Super. On mentionne également des activités autonomes en lien avec certains concepts pour permettre la pratique. وبعد الفورماسيون امبارح كنت عازمة فادي وقلت لها مديلات أو هيك يجوا فبعيت encourage, s'il te plaît. Oh. Merci tout le monde de mettre votre micro en sourdine. ما هي بلبنان وقلت l'instant, je m'en occupe. Voilà.
Voilà. Mes excuses là-dessus. Désolée. Alors, on poursuit avec les réponses dans le fil de conversation. Je vois des mentions de travail en équipe sur une compétence précise avec des outils de manipulation. Super. Matériel à manipuler, oui, pour un concept. Jeux et activités qui permettent de revoir des concepts enseignés. C'est super. Excellent. Alors, exploration autonome de notions mathématiques. Oui. OK. Vous savez, les centres de mathématiques, c'est quand même, c'est simple, mais ça peut être assez complexe. Et puis, on dirait que nous avons tous et à chacun notre vision des centres. Aujourd'hui, je vous partage mes expériences de centre en tant qu'enseignante à l'élémentaire. Je mettais sur pied des centres dans ma salle de classe à chaque année. Je vous partage mes observations de d'autres salles de classe en tant que conseillère. J'ai eu cette chance-là de voir des centres en action. Alors, j'ai regroupé le tout et voilà, vous allez recevoir aujourd'hui le fruit de ces pensées, ces observations et ces partages-là. Mais sachez que les centres, ce sont des endroits, des stations où se retrouvent des activités, comme vous avez mentionné, pour explorer davantage des concepts qui sont déjà enseignés. On a déjà pratiqué certains jeux, certains exercices. Le but, c'est de consolider ou même d'approfondir certains concepts. Ce n'est surtout pas des activités pour occuper les élèves. OK? Les activités qu'on place dans les centres de mathématiques, ce sont des activités qui sont ciblées, qui sont choisies avec précision et qui sont planifiées selon les besoins des élèves devant nous. Et ça varie. Comme vous savez, à chaque année, oui, il y a des similitudes, mais il y a aussi des besoins précis qu'on doit combler comme pédagogue pour nos élèves. Alors, les activités ont un objectif qui est précis, lié au curriculum, au sujet à l'étude, parce que vous savez, mais aujourd'hui, on parle des centres mathématiques, mais on peut les mettre en place pour d'autres matières également. Puis, on pratique les stratégies des centres. Toujours, toujours, toujours. C'est fait au préalable. OK? Alors, en passant, je vous pose une deuxième question. Ici, on demande pourquoi voudrais-je mettre en place cette pratique pédagogique en salle de classe? Pourquoi voudrais-je avoir des centres de mathématiques dans ma salle de classe? Alors, un moment de réflexion. Pensons, on a dit c'était le quoi, mais maintenant pensons au pourquoi. Et je vous invite également à partager dans le clavardage vos pensées. Alors, je vois apparaître dans le fil de conversation. On voit pour avoir des classes dynamiques, pour collaborer, des échanges, une façon ludique d'apprendre. Oui, excellent. Consolider, approfondir, aller rejoindre avec des besoins particuliers ou nous permettre d'observer les élèves dans le but de les évaluer. J'aime beaucoup ça, on revient là-dessus. Me permettre de travailler avec des petits groupes pendant que les autres font les centres amusants. Alors, Nathalie, j'apprécie beaucoup, beaucoup le partage de ta réflexion parce que pour moi, comme enseignante, c'était mon but ultime. Alors, je plaçais, je mettais sur pied les centres afin de me permettre de faire la pratique guidée.
c'était mon but ultime, c'était le numéro 1 parce que je cherchais toujours un temps dans ma journée scolaire pour travailler avec certains élèves, pour travailler certains besoins que j'avais remarqués, que j'avais observés. En grand groupe ou dans d'autres temps, c'était pas possible. Puis, je voulais me trouver une façon de pouvoir intervenir auprès de chacun. Parce que vous savez, nos élèves ne se retrouvent pas tous au même endroit sur leur cheminement d'apprentissage. Alors, les centres me permettaient d'y arriver. Je vais juste regarder à la conversation rapidement, approfondir. Alors, oui, merci. Et je vois qu'il y a eu une question en lien avec la FEMO. Et pour avoir accès aux ressources, on doit être membre. On peut y revenir à la fin si vous avez d'autres questions en lien avec ceci. OK? Alors, la pratique guidée numéro 1, ça me permettait de faire l'enseignement en petits groupes. Je pouvais faire mon enseignement différencié, répondre aux besoins précis, donner la rétroaction immédiate. Voyez-vous les liens avec les pratiques pédagogiques à fort impact? Ils sont là. En plus, ça me permettait d'être en évaluation continuelle. J'avais un recueil de preuves, un système de triangulation où, oui, je pouvais recueillir des productions, mais je pouvais avoir mes communications. Je pouvais observer mes élèves et donner cette rétroaction immédiate tellement importante pour l'élève en apprentissage. Alors, bon, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a certainement d'autres raisons très valables pour placer les centres, mais c'était celle que je tenais et que j'ai retenue là, principalement. Du point de vue de l'élève, eh bien là, on renforce des notions qui ont déjà enseigné, comme vous avez mentionné. Alors, ça développe également plein d'habiletés. Alors, son autonomie, l'élève est actif dans son apprentissage, l'apprentissage est visuel, il sait vers quoi il travaille, quel est l'objectif dès le départ, il est responsable de son apprentissage, créatif, on développe des stratégies de résolution de problèmes. Alors, j'en passe, collaboration, communication, motivation. Souvent, quand il y a des choix, on dit que la motivation est plus présente chez l'élève. Alors, tout ceci qui nous donne le goût là, de mettre en œuvre. Maintenant, voilà, on arrive au comment et comment faire la mise en œuvre. Vous savez, je l'ai mentionné auparavant, mais pour mettre les centres en œuvre, ça demande ou ça nécessite un investissement au départ. OK? Alors, en toute honnêteté, ça demande un effort soutenu au tout début. Hein? Ce n'est pas juste le simple fait de préparer des activités, placer ça dans les centres et dire aux élèves d'y aller faire les activités. Okay? J'ai entendu et j'entends encore plusieurs commentaires qui ressemblent à ceci. J'ai essayé les centres dans ma salle de classe, ça ne fonctionne pas. Ou encore, j'ai essayé les centres, mais mes élèves ne sont pas assez autonomes pour travailler ensemble. Ou encore, j'avais tout expliqué les activités, mais là, on arrive ensemble, personne ne sait quoi faire ou fait ce qui est à faire. Hein? Ou encore, je ne pouvais pas travailler avec mon petit groupe d'élèves ou avec les 2 élèves dont j'avais planifié revoir certains concepts parce que j'étais continuellement dérangée parce que les élèves avaient tous besoin de quelque chose. OK? Puis je ne sais pas si vous avez vécu ou entendu ou vu ces commentaires-là, mais c'est ça, mais c'est là le travail, OK? Il faut bâtir cette culture-là, cette pratique-là en salle de classe. Ça se bâtit, puis ça prend du temps. Puis il faut y aller un peu à la fois. Je vous suggère de commencer en douceur. On ne met pas en place 7 centres la même journée en salle de classe. Ça ne fonctionnera pas. Alors, on investit un effort soutenu au début, mais je vous dis avec confiance que si on maintient l'effort, vous allez gagner au fil du temps là, pendant l'année scolaire. Okay? Vous allez pouvoir travailler avec un groupe d'élèves, même chez les petits de première année, deuxième année, troisième année. Okay?
Alors, comme j'ai mentionné, pas le simple fait de préparer des activités, placer ça en centre et puis faire des groupes puis faire une rotation. C'est beaucoup plus que cela. Et j'ai tenté de séparer ça. Alors, j'ai fait ABC et ça commence avec l'organisation du matériel. OK? Peut-être qu'on passe par-dessus trop rapidement cette organisation-là, mais on va en parler un peu. Alors, c'est le A que j'ai noté ici. Et puis, il faut investir du temps au classement du matériel, okay, à l'organisation. Puis, pour débuter, il se peut, si vous n'avez jamais créé des centres ou organisé du matériel, ou peut-être que c'est votre première année d'enseignement, première année, deuxième année, troisième année, peu importe votre situation, je vous invite ici, vous avez des liens, des listes de matériel de manipulation. Par exemple, si je clique sur la liste de première année, bon, ce n'est pas exhaustif, mais c'est un beau début. Alors, si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez regarder la liste et voir est-ce que j'ai ça dans ma salle de classe. Parce qu'il se peut qu'en septembre, vous arrivez, votre salle de classe est vide complètement, mais il se peut aussi que votre salle de classe est pleine de matériel dont vous ne connaissez peut-être pas ou il y a un peu de désordre là-dedans. Alors, c'est le temps avant l'entrée, si vous pouvez le faire, d'organiser votre matériel de manipulation. OK? Moi, j'aime beaucoup le système de bac avec des étiquettes. Ça facilite le rangement, ça facilite la vue également pour les élèves. Plus petits, on peut utiliser les étiquettes imagées. Alors, l'image est le mot. Plus vieux, on peut utiliser juste l'étiquette si on le veut. Mais prendre le temps d'organiser notre matériel concret, c'est gagnant par la suite. OK? Je retourne, puis là, je vous fournis librement, comme ça, juste les 3 listes pour les différentes années d'études. Je vais prendre un petit moment pour parler également du désencombrement. Alors, si vous arrivez puis vous avez une salle de classe où les étagères sont remplies, le matériel n'est pas vraiment organisé, c'est le temps d'éliminer le surplus ou ce qu'on n'a pas vraiment besoin là. Alors, vous savez, il y a plein de littérature qui existe sur ce fait-là. Hein. Quand notre environnement physique est libre et calme et en ordre, on se sent mieux, notre bien-être est mieux, on se sent plus calme et on est dans une meilleure situation d'apprentissage. Et c'est notre but. On veut que l'élève se sente bien pour qu'il puisse apprendre. OK? Alors, à la suite de ça, évidemment, le rangement, j'en ai parlé un peu. Il y a aussi une gestion, la gestion du système de rangement. Alors, on ne peut pas juste l'installer en début d'année puis penser que le tout va demeurer organisé. Hein? C'est une tâche quotidienne. Hein? 5 minutes à la fin de chaque journée scolaire pour voir si le matériel est bel et bien rangé. Moi, j'avais toujours un contenant qui rassemblait la pièce trouvée, je ne sais pas, sous la table, sous le pupitre, dans un petit coin. On ne sait pas trop où le ranger. Au moins, c'était dans un bac. Au début, c'est moi qui faisais le rangement. Ensuite, ça se pratique explicitement avec les élèves. Hein, on peut pratiquer à ranger le matériel au bon endroit. Tout le monde sait et on maintient notre milieu organisé. Alors, il y a une importance ici, puis je tenais à le souligner. Alors, est-ce que vous utilisez le matériel de manipulation dans votre salle de classe? Est-ce que vous en avez? Est-ce que nous allons... OK, je vois le commentaire. Matériel à manipuler. Juste un instant. Oui, vous avez le lien de la présentation. Je vous le partage à nouveau dans le fil de conversation. Et dans la présentation, vous avez accès
en cliquant sur le lien ici, vous avez accès aux listes de matériel. D'accord? J'espère que ça répond à votre question. Et puis là, je vois plusieurs commentaires qui répondent à ma question en lien avec le matériel de manipulation. Alors, je suis très heureuse de voir des oui. Vous savez que le matériel concret, c'est le numéro 1. On le sait que, bon, en 2025, il y a plein de sites en ligne qui offrent d'excellents matériels de manipulation, mais on manipule des images. Quand l'élève peut manipuler concrètement de façon tactile le matériel, ça, c'est numéro 1. Une fois qu'on a fait ça comme de maintes reprises, peut-être qu'on peut introduire le matériel en ligne. Je vous invite toujours d'avoir le matériel concret dans la mesure du possible. Absolument, à tous les niveaux, oui. Merci, José, pour ton commentaire. OK. Puis là, je vois, parfois, on ne voit pas comment l'exploiter. Puis j'arrive à ça, il y a quelques ressources que vous allez pouvoir explorer pour le manipuler. OK? Puis ceci va être dans notre planification des centres. Alors, on arrive à la section B, à la grosse section où on planifie nos centres. Puis pour que ça fonctionne, il faut que ça soit bien planifié. OK? Il y a toujours des intentions précises derrière les centres d'apprentissage. Je vous partage mon expérience, mes observations. Puis, si le cœur vous en dit, vous allez pouvoir le tenter cette année. Nous, dans notre conseil, on préconise la planification du Centre Franco, la planification annuelle du Centre Franco. Encore une fois, vous pouvez cliquer sur les liens pour y accéder. C'est une planification qui est spiralée. Alors, cette approche pédagogique nous permet de bâtir sur les connaissances déjà acquises. Alors, on débute et puis au fur et à mesure que l'année avance, on ajoute des nouveautés aux connaissances antérieures et on revoit les mêmes concepts à plusieurs reprises pendant une même année scolaire. Alors, c'est ici qu'on va définir nos objectifs pour nos centres. Alors, première et deuxième année, puis troisième et quatrième année. Rapidement, j'aimerais la survoler pour ceux et celles qui ne la connaissent pas. Alors, si par exemple, vous avez simplement une première année, vous allez utiliser la première colonne. Si vous avez juste une deuxième, vous allez utiliser juste la deuxième colonne de la planif. Puis si vous avez une première et deuxième, et voilà, vous avez le document devant vous pour multiniveau. Alors, il y a 4 spirales, 4 grands blocs pendant l'année scolaire. Et puis, là, par exemple, la spirale 1, nous sommes à la découverte des nombres et elle se passe de septembre à mi-novembre. Puis, vous avez là les contenus d'apprentissage qu'on travaille à la spirale 1. OK? Puis, la ressource est élaborée de la même façon pour chacune des spirales. Ce qui se retrouve entre parenthèses, c'est là où on veut aller d'ici la fin juin avec nos élèves. Mais pour la spirale 1, on va lire et représenter des nombres jusqu'à 20. On va s'assurer d'avoir cette base solide-là jusqu'à 20 chez nos élèves. Et à la suite de ça, on va bâtir. Okay? Alors, on ne commence pas en septembre à lire et représenter des nombres jusqu'à 50. On veut s'assurer que la base est là auparavant. Alors, vous avez les domaines également. Là, on est dans nombre. Première colonne, première année. Deuxième colonne, deuxième année. Voyez-vous l'algèbre, là, on parle de suite. Ensuite, le sens de l'espace et ainsi de suite. OK? Je reviens à ma présentation. Je sais que c'est rapide, mais je vous invite à le survoler. C'est ce que nous préconisons, nous, chez nous. Puis d'ailleurs, il y a plein de liens, encore une fois, avec les pratiques pédagogiques à fort impact. À Franco-Nord, nous sommes allés un pas plus loin à la demande de certains enseignants. Et puis, je vous offre un exemple de septembre que nous avons créé. Alors, nous avons pris la spirale du Centre Franco et nous avons créé un genre de guide mensuel. Alors, je vous partage l'exemple de septembre.
Alors, ça se retrouve, par exemple, sur une page et au mois de septembre, voici les contenus que nous allons travailler. Et puis, c'est comme ça que l'on suggère de se construire nos banques d'activités au tout début, parce que c'est le mois de septembre. On doit apprendre à connaître nos élèves également. Et puis, on veut créer nos banques d'activités pour nos centres. OK? Alors, par exemple, si je prends deuxième année, en cliquant sur l'image, vous avez accès au document Word. Et puis là, on peut voir sur une page, les enseignants aimaient la page en une vue pour le mois. Alors, on pouvait se concentrer sur ça pour le mois. Ça va? Je ne vois pas de questions. Questions jusqu'ici? Pour la planification. Alors, à partir de ça, on choisit nos objectifs, puis nos résultats d'apprentissage, nos critères d'évaluation. Alors, tout de suite au début, on sait vers quoi on travaille. La prochaine étape, c'est la planification de ma banque d'activités. Alors, moi, je trouvais que c'était toujours plus facile si j'avais des catégories. Je les appelais des catégories, mais quand je préparais ou je regardais des ressources, puis je cherchais mes activités, j'essayais d'avoir ces catégories ici. Alors, j'avais toujours des jeux mathématiques. Alors, quand je trouvais un bon jeu, j'allais voir si ça s'appliquait à mon mois. J'avais un centre numérique parce que nous avions accès à des tablettes en salle de classe. J'avais un centre de manipulation, un centre autonome. J'avais un centre d'intégration. Puis là, intégration, je parle différents domaines, alors 2 ou 3 domaines mathématiques, ou intégration avec une autre matière, parce qu'on sait que, par exemple, les arts peuvent s'intégrer au centre mathématique, les sciences, les expériences, les données, le recueil de données, de sondage. Alors, tout ça, c'était dans mon centre d'intégration. Ensuite, j'avais toujours un centre de résolution de problèmes pour développer cette habileté-là aux élèves, de travailler sur un problème là, ou une tâche, une situation. Ça pouvait être authentique, ça pouvait être un problème en mots. J'avais une variété ici, mais il y avait un centre de résolution de problèmes. Puis ensuite, bien, évidemment, il y avait toujours un centre là, au choix. Là. Parfois, c'était à l'oral, l'élève pouvait choisir aujourd'hui quel centre il aimerait visiter. Parce que vous savez, comme j'ai mentionné tantôt, la motivation est davantage présente quand on offre des choix aux élèves. Alors, c'est ce qui organisait plus ou moins mes catégories. Bon, je n'avais pas toujours ces 7 centres-là en œuvre dans ma salle de classe et certainement pas au début. Hein? Alors, comme au début de l'année, là, on jouait. Vous savez, tout le monde aime jouer. Hein? Les grands, les petits, les adultes. On aime tous jouer. Alors, le jeu, c'est une belle façon d'introduire. Puis, au début, le jeu, on le joue ensemble, en groupe classe. Ça peut être en diade, mais on joue tous le même jeu. On se pratique à jouer le jeu. Tout le monde joue le jeu de façon appropriée. On parle de règles, de qu'est-ce qui est accepté, comment on devrait jouer le jeu, tout ça. Bon, à quelques reprises, parfois ça prend 4 fois. Puis ensuite, le jeu se dirige dans le centre de jeu mathématique. Et tout le monde est déjà à l'aise à jouer le jeu quand il est placé dans le centre. Et la même procédure se fait pour les autres centres également. Je vous offre à la prochaine diapo différentes ressources qui vont vous permettre de construire une banque. Alors, comme vous savez, le curriculum a des appuis pédagogiques. Puis, dans mon expérience de conseillère pédagogique, je trouve que parfois, c'est sous-utilisé. On oublie d'aller voir. Notre curriculum est plus que juste une banque de contenu et d'attente. Il y a vraiment des ressources qui s'y retrouvent ici, dans les appuis pédagogiques. Alors, par exemple, si, je me dirige première année, on va aller en nombre,
Et puis, je sais que le B1.1, c'est en septembre. Je peux aller voir dans les appuis pédagogiques pour voir qu'est-ce que j'aurais peut-être besoin comme matériel. Est-ce que je peux avoir des idées ici de jeux ou de centres que je pourrais utiliser? Alors, tout de suite, je vois Rec and Rec. Alors, j'ai besoin des Rec and Rec. Les cadres à 10 cases, je les ai besoin. Peut-être des dizaines ou du matériel de base 10. Alors, voilà, j'ai déjà des idées en consultant les appuis pédagogiques au programme cadre. OK? Les appuis pédagogiques existent pour chacun des contenus. Okay? Allez-y, allez voir. Il y a d'excellentes idées d'exploitation. Puis les exemples de tâches, ça peut nous donner des idées d'activités ou à quoi faire avec les élèves également. Alors ça, c'est quelque chose à visiter. Les Instituts 24-24 nous offrent également des idées de jeux. Puis tantôt, je reviens à la question, parfois on ne sait pas comment les utiliser. Le matériel de manipulation, ici, si on va un peu plus bas, ça je vois c'est intermédiaire, mais cycle moyen. Ici, voyez-vous, des jeux mathématiques pour les faits numériques d'addition. Et on va un peu plus bas. Comment utiliser le matériel de manipulation pour développer les fractions au cycle primaire. Celui-ci serait approprié pour notre niveau aujourd'hui. Comment utiliser le matériel de manipulation pour développer une compréhension des nombres naturels au cycle primaire. Alors, celui-ci serait peut-être à visionner pour nous donner des idées en début d'année, puisque c'est ce qu'on va travailler également au mois de septembre. Alors, il y a une banque de ressources ici, riche. Je vous invite de l'exploiter si vous ne la connaissez pas ou ne l'avez pas déjà fait. OK? Les Instituts 24-24 du Centre Franco. J'ai également un livre dont j'aime utiliser. Celui-ci, surtout pour ma banque de jeux, mais faute de droit d'auteur, je ne pouvais pas partager. Il faut faire l'achat du livre. Mais je vous ai placé le lien ici. Dans ce livre, il y a plein de jeux. Je pense qu'il y a 50 jeux. Il y a une banque là, de jeux faciles à préparer avec les fiches reproductibles. Et puis, à la fin du jeu, on mentionne également des jeux de société sur le marché qui ont un lien direct avec les mathématiques. Alors, parfois, on a un petit budget de classe, on a des petits argents qui nous sont donnés. Ça serait peut-être une considération à prendre pour faire l'achat de jeux. OK. Activité d'apprentissage également. Une autre belle ressource du Centre Franco, si vous ne la connaissez pas. Alors, ici, par exemple, je choisis mon année d'études. Bon, vous avez toutes les matières, mais aujourd'hui, on parle de mathématiques et je peux soumettre. Et vous avez là une banque d'activités également riche que vous pouvez utiliser. Celle-ci, bon, ça tombe sur l'histoire des chiffres. Alors, si je clique sur l'histoire des chiffres, vous avez là peut-être une activité qui pourrait s'intégrer dans le centre d'intégration comme livre. Alors, une lecture, on intègre la littératie également, la belle histoire des chiffres. Alors, une autre belle ressource où il y a plein d'activités, une banque d'activités qui pourrait s'intégrer facilement dans vos centres. Évidemment, en 2025, on a accès à l'intelligence artificielle. Alors, j'imagine que ça pourrait être une autre stratégie pour nous appuyer dans notre recherche de jeux ou d'activités à insérer dans les centres. Alors, j'imagine que là, il y aurait également une banque d'activités qui en ressortirait. Alors, ce n'est pas les ressources qui manquent. Je crois que c'est juste le fait de prendre le temps de bien planifier en lien avec ce qu'on cherche et nos objectifs pour mettre sur pied nos centres. Je voulais également mentionner la ressource d'un peu beaucoup à la folie. Puis, si vous cliquez l'image dans la présentation, vous avez également accès, se retrouve dans les ressources du Centre Franco. J'ai ressorti quelques jeux, juste pour vous donner un exemple et vous donner une idée de ce qu'on y retrouve.
La ressource, bon, elle date un peu, elle n'est pas alignée avec notre programme CAD 2020. C'était une ressource qu'on utilisait auparavant, avant notre nouveau programme CAD. Mais il demeure qu'il y a plein de mini-leçons, il y a plein de jeux qui s'appliquent encore et qui sont excellents. Des jeux de mémoire. Ici, voyez-vous, un jeu de mémoire d'effet de 10. Ici, on parle d'ordre croissant. Alors, c'est la mienne qui a la plus grande quantité ou c'est la tienne. Un petit jeu de cartes. Les annexes sont là. On a besoin de photocopier puis de fournir et de le jouer avec les élèves. Ça pourrait faire d'excellents jeux. Alors, il y a une belle banque de jeux dans cette ressource-là. Je vous invite à l'explorer. Une autre ressource, c'est la ressource d'à vue d'œil, qui est vraiment le remaniement des guides efficaces en mathématiques. Il y a d'excellents exemples là aussi où on peut aller piger pour choisir nos activités à placer dans les centres. OK? Ça va, là, je réalise là, que je vous donne beaucoup d'informations, plein de ressources, mais je crois que ça en vaut la peine d'en explorer et de vous construire cette banque-là là, pour pouvoir mettre sur pied vos centres. Dans mon centre numérique, je vous partage ici des liens de ressources que j'utilisais en salle de classe. Les missions d'Elo, vous avez accès à partir du EAV de votre conseil scolaire. NetMath et Knowledge Hook sont des plateformes numériques. Nous, comme conseil, nous faisons l'achat de licences, mais il y a des versions d'essai gratuites que vous pouvez essayer pour voir si ça vous plaît. Je vous ai placé ici 3 liens pour des jeux en ligne. Vous pouvez aller chercher les jeux de façon ciblée et spécifique pour rejoindre ce que vous voulez travailler chez vos élèves. On pourrait aussi demander, tu sais, si vous avez des tablettes, puis vous pratiquez à compter, je pense par intervalle, vous pouvez demander à l'élève de s'enregistrer. Et vous avez tout de suite une preuve que vous pouvez recueillir et placer dans votre système de recueil de preuves. Vous pourriez également demander à l'élève de créer une vidéo. Je ne sais pas si on pratique le dénombrement, par exemple. L'élève est en train de dénombrer un ensemble. C'est quelque chose qu'il peut faire et que vous pouvez regarder par la suite pour voir si l'élève, de façon autonome, a réussi à dénombrer son ensemble. Alors, il existe plein de ressources pour vous appuyer à la création de ce dont vous recherchez, vous avez besoin, mais partez toujours des besoins de l'élève et de votre programme cadre, OK? Pour créer. Il ne faut pas faire l'inverse, dire « Oh, j'ai trouvé un jeu, ça semble intéressant, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça rejoint. » Alors, partez des besoins de vos élèves, partez de votre programme cadre, ce qu'on a enseigné dans l'année d'études, puis ensuite, allez chercher pour vos activités, vos jeux, etc. Centre d'intégration, j'ai mentionné un peu, alors je vais passer rapidement cette diapo aussi. Vous avez accès là, à ces données-là. Mais je veux prendre un moment pour parler de cette ressource ici de résolution de problèmes, mon centre de résolution de problèmes. Puis quand la ressource d'en avant les maths est sortie, j'ai fait « Wow, excellent! » Excellent parce que elle est basée sur des problèmes à résoudre. Alors, parfois, je vais juste entrer dans la ressource. Je vais prendre une capture d'écran. On peut la projeter ou on peut demander aux élèves de visiter juste un problème. Et puis, vous pouvez vous bâtir une banque de problèmes à partir de la ressource en avant les maths. Alors, concept mathématique et les mini-leçons sont excellentes pour ça. OK? Toujours en lien avec notre programme cadre. On peut aussi prendre le problème qui est là, mais enlever les chiffres, demander aux élèves de placer les chiffres pour voir, OK, peut-être que là,
on travaille la compréhension du nombre. Est-ce que ça fait du sens, ce nombre-là que l'élève a placé? Alors, c'est une autre façon de manipuler les problèmes sans nécessairement avoir à le résoudre, le problème, mais quel nombre on pourrait placer dans le problème. Et oui, on peut demander de le résoudre si on veut après. Alors, toujours une banque de problèmes, puis une variété. Alors, ça peut être des problèmes en mots, des problèmes ouverts, ça peut être des tâches parallèles, ça peut être une tâche authentique, ça peut être une situation d'apprentissage. On peut demander aux élèves de créer un problème pour leurs amis, toujours en lien avec l'objectif qu'on veut travailler. Alors, plusieurs façons, plusieurs idées de mettre en place notre centre de résolution de problèmes. OK, je vais prendre un moment pour parler des routines et des codes parce que, comme je mentionnais tantôt, on ne peut pas juste préparer nos leçons puis dire on y va, puis penser que tout va être beau et parfait. Non, ça ne sera pas. Mais on n'a pas besoin d'attendre d'être expert ou experte non plus. Hein? On commence lentement. On y va. On donne une rétro de façon immédiate. Alors, par exemple, si je reviens à l'exemple de mon jeu tantôt. Aujourd'hui, on va jouer ce jeu ici, puis on le pratique. Le lendemain, on joue un autre jeu avec les élèves. OK? Puis peut-être le jour 3, on va dire, OK, aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux jouer le jeu numéro 1 ou le jeu numéro 2. Puis nous, on circule, on guide, on explore, on questionne les élèves. On n'est pas encore en train de travailler avec un groupe en petit, en guidé. OK? Il faut vraiment faire certain que tout le monde comprend ce qui se passe pour qu'on puisse ensuite placer dans les centres. OK? Alors, on veut aussi bâtir, puis là, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, les règles, le code, la routine. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait en co-construction avec nos élèves. Puis là, je vous place des idées, mais ça se peut que ça ne ressemble pas du tout à ça, ce que vos élèves vont soulever. Mais je créais avec les élèves, puis on en discutait ouvertement. Quand on va faire les centres, là, puis on va travailler ensemble, qu'est-ce qu'on va voir? On voit des élèves qui font quoi? Puis c'est les élèves qui ressortent ça. Hein? Bien, on va voir des élèves qui partagent, on va voir des élèves qui s'entraident, on va voir des élèves qui discutent de la maths, pas de toutes sortes d'autres choses. On va se poser des questions. C'est normal qu'on ne comprend pas tout. Puis on va se poser des questions, on va demander à notre ami. Alors, on construit ce code-là avec les élèves. OK? Puis parce qu'on les inclut dans le processus, on voit qu'on a plus tendance à suivre les codes. OK? Alors, moi, je faisais toujours, on voit des élèves, on entend des élèves. OK? Alors, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre pendant les centres? OK? Et qu'est-ce que les élèves vont penser? Qu'est-ce qu'on pense? OK? Puis là, c'est toute la mentalité de croissance qui entre en jeu. Puis, c'est ce qu'on veut travailler également chez nos jeunes enfants. OK? Vous avez là des idées, mais simplement pour vous donner des idées. OK, j'arrive à C. Ça, c'est la pratique guidée. Parce que là, on a organisé notre matériel, la planification des centres. Alors, j'ai regardé mon programme cadre, j'ai regardé ce que je vais voir dans le mois, où j'ai remarqué certains besoins chez mes élèves. Voici ce que je veux travailler. Je regarde dans toutes les ressources qui sont disponibles pour moi. Je vais choisir des jeux, des activités autonomes, des activités de manipulation, etc. J'ai toute ma banque. Là, je veux également planifier et bien planifier ma pratique guidée. OK? Puis, on l'a déjà mentionné tantôt, à quoi ça sert la pratique guidée? Bien, la pratique guidée, c'est vraiment pour combler, approfondir des besoins précis. Je veux travailler dans du 1 à 1 ou dans du 1 à petit groupe avec certains élèves. Puis quand je fais ça, ça veut dire qu'eux autres ont besoin de travailler ceci,
Eux autres ont besoin de travailler, compter par intervalle de 2. Eux autres ont besoin de compter. Hein? Alors, je ne sais pas, il y a différents besoins. Alors, ça aussi, ça doit être planifié. Puis, ce que je faisais, je vais revenir à cette diapo ici, mais j'allais dans un tableau de planification simple comme ça, document Word. Je vous partage également le lien. Faites-vous une copie, modifiez-le, la copie est modifiable. Mais je plaçais au haut, je vais l'ouvrir pour que ça soit un peu plus gros pour vous. Ah, je pensais que ça pourrait être un peu plus gros. OK, peut-être que non. Alors, je plaçais juste au haut des colonnes ce que je voulais travailler. Alors, par exemple, septembre, 2e année, puis j'avais une liste d'élèves. OK, c'est qui que je dois voir pour compter jusqu'à 50? Qui a besoin de pratiquer compter par 2, par 5, par 10? Alors, quand je travaillais avec eux, j'avais tout de suite ma liste et je savais exactement qui avait besoin de quoi, puis mes activités étaient prêtes avec moi. OK, ma banque d'activités était là. C'est un peu comme ça que je fonctionnais. J'aimais la simplicité d'un gabarit comme ça. C'était aussi facile quand j'avais la chance d'avoir l'appui d'une aide éducatrice ou d'une personne de ressources en salle de classe, de pouvoir lui dire exactement quel besoin pour quel élève dans une fraction de seconde, si je peux me permettre de dire là. Alors ça, c'était vraiment, vraiment gagnant pour moi. Alors, vous avez ça pour vous si vous voulez l'utiliser. Alors, le recueil d'observations et les preuves d'apprentissage de toute importance. Alors, vous avez besoin de ce système-là également pour vous permettre là, le recueil de preuves. Alors, des feuilles comme d'observation coche-coche, facile à remplir, vous permet là, de garder ça comme preuve. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez demander aux élèves de prendre leurs photos de leur travail, surtout si on manipulé, ils ont travaillé avec du matériel. Si on prend la photo du travail, on garde une preuve. Alors, ça, c'est aussi intéressant d'avoir. OK, je vois dans le fil de conversation, vous voulez le lien pour la présentation. Oui, je peux le remettre, puis je vais vous le partager à nouveau à la fin, là. Et voilà. Alors, une dernière chose, quand vous terminez les centres, vous pouvez au début, vous pouvez peut-être faire les centres peut-être comme 2 fois par semaine, mais vous allez voir, plus le temps avance, plus les élèves le vivent, plus facile ça devient, et puis ça devient comme une routine en salle de classe. Une période de discussion et d'objectivation est de toute importance. Puis c'est une période qui est très courte, pas plus de 5 minutes. Mais à la fin de la période des centres, on doit se donner un moment pour revenir en grand groupe et d'objectiver ou de discuter. Évidemment, on ne peut pas discuter de tout ce qui s'est passé, mais à chaque fois qu'on fait les centres, on peut prendre un moment. Puis là, ça va encore une fois dépendre de votre but. Alors, vous pouvez demander une question générale comme « Qu'as-tu appris aujourd'hui dans les centres? » et prendre au hasard les élèves. Mais peut-être que vous avez remarqué une stratégie en quelque part qu'un élève a utilisée que vous aimeriez présenter au groupe classe. Mais l'élève pourrait présenter sa stratégie. Vous pouvez parler des sentiments si c'est ce dont votre groupe a besoin. Qu'est-ce que tu as aimé faire dans les centres aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as moins aimé et pourquoi? Si on veut travailler le domaine A. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? On peut poser cette question-là aussi. On peut parler de vocabulaire. Une journée, on peut parler, est-ce que tu as appris un nouveau mot mathématique aujourd'hui? Parlons de ce mot, parlons de ce vocabulaire. Alors,
une autre façon. C'est des exemples de questions. On ne demanderait jamais tous ces questions-là, mais peut-être en choisir une à chaque fois qu'on a terminé la période des centres en salle de classe. Et puis, partir de là pour voir où on veut se diriger là, selon le but qu'on a en tête pour les élèves devant nous. Super, super important. Ça peut aussi, la question pourrait être posée, puis vous pourriez demander aux élèves en diade, OK, bien, partage avec ton voisin. Okay? Pas nécessaire de le faire toujours en grand groupe. Ça pourrait être, bien, on est en grand groupe, mais en diade. Alors, il y a maintes façons, mais n'oubliez pas cet élément-là d'objectivation. Parfois, c'est là où il y a apprentissage pour certains élèves. C'est en écoutant quelqu'un d'autre, une pensée. Alors, on a parlé organisation du matériel, on a parlé de la planification, je vous ai donné plein d'idées, de ressources dans lesquelles vous pouvez puiser. Puis on a parlé brièvement de la pratique guidée, puis comment la planifier ou bien la planifier pour la mise en œuvre. Maintenant, sur ça, puis là, ça passe vite, là, 1 heure, il nous reste 2 minutes. On pourrait parler des centres pendant une semaine si on voudrait, mais j'espère avoir été capable de vous donner le goût ou d'essayer quelque chose. Puis je vous invite à y réfléchir. Prenez un moment, réfléchissez à ça, toute l'information que je vous ai donnée aujourd'hui. Puis peut-être me partager dans le clavardage un premier pas que vous allez prendre pour la mise en œuvre. La mise en œuvre des centres mathématiques dans votre salle de classe. Puis je vous le souhaite. Allez-y, essayez, mais allez-y lentement. Alors, j'attends vos réponses là. Partagez. Quel sera votre premier pas pour cette mise en œuvre dans votre salle de classe? Cette formation est très généreuse. J'ai toujours le goût et cet esprit de partage parce que nous avons tous le même travail à faire et si on peut se partager nos ressources dans cet esprit-là, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre un premier pas? Ou on essaye d'emmagasiner toute cette info? OK, allez revoir la formation. OK, oui, je réalise que c'était beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, bon premier pas. Planification, absolument. C'est un des mots-clés. Mais je vous laisse réfléchir à ça, puis je vous partage des ressources qui sont également intéressantes ici. Vous avez les liens. Et puis, j'espère vous avoir donné le goût pour cette mise en œuvre dans votre salle de classe. Puis, nous avons réussi à explorer plusieurs idées. D'après, j'y crois. Et sur ce, on vous remercie de bien vouloir compléter le formulaire de satisfaction. C'est ce qui appuie le Centre Franco dans les prochaines formations. C'est ça? Et merci, merci Michel. Et pendant, Michel, que tu mets le lien dans la boîte de clavardage pour le formulaire de rétro, ça me permet de te remercier pour cette deuxième présentation en mathématiques au cours des instituts d'été. Alors, Michel, une fois la semaine dernière, une fois cette semaine, je te remercie beaucoup. C'est toujours aussi pertinent. Les exemples sont toujours très bien choisis. Ton langage est facile à suivre. Fait que merci beaucoup pour les idées. Puis oui, moi, en tout cas, j'ai le goût. Si j'étais en salle de classe, j'aurais le goût d'essayer des choses, là. Fait que je te remercie beaucoup. Donc, j'arrête l'enregistrement et puis je reviens avec le mot de la fin. Merci.